Bienvenue à Château de Salles. On va y arriver. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette première dégustation virtuelle, qui va pas être, on espère, complètement virtuelle, puisqu'on espère que vous avez les vins devant vous. Je suis Marine Trépeau, je suis la présidente de la SAS, je suis représentante de la 17e génération, et j'ai le grand plaisir et le grand honneur d'être entourée de Jean-Claude Berrouet, qui est notre œnologue conseil, et de Vincent Montigo, qui est notre directeur général. On est ici dans la salle de dégustation du Château de Salles, qui est une salle qui est particulière parce qu'elle a une structure en coque de bateau inversée qui date de 1830. Pomerol est une famille avec des individus très différents les uns par rapport aux autres. Et ce qui est intéressant à travers le vin, qui est un messager d'un sol et d'une propriété, c'est un individu qui a des caractéristiques. Et finalement, le terroir, c'est un accent, c'est une entité. Et c'est très important de cultiver cette entité parce que la vie est belle dans la diversité. Et on a tendance aujourd'hui à tout formater et ça, c'est un peu dommage. Et souvent, je fais un transfert un peu géographique. Quand on circule en France, qu'on va en Alsace, en Bretagne, et puis je vais aller aux Pays-Bas, c'est bien entendu, on a une architecture bien particulière, une gastronomie, des coutumes, un climat, et on a cette diversité que le vin peut transmettre et traduire. Donc, le château de Salles, il faut l'accepter dans sa caractéristique sur ces sables légers, pas ces sables, ces graves légères, fines, et qui va donner des structures fines. C'est son caractère. Alors après, l'homme, s'il est prétentieux, on peut le reconstruire pour séduire quelques dégustateurs, mais c'est pas l'objet. Je crois qu'il faut laisser la nature s'exprimer. Alors, c'est un cru que je connais depuis 50 ans, j'y réfléchissais. Je crois que je vois Bruno, là, tout à l'heure, il y a Bruno, là. Ouais. Et donc, depuis 50 ans, et il y a un fil conducteur qui fait qu'il a un style, une caractéristique, c'est la typicité du château de Salles. Voilà ce que je dirais, avec un cépage qui est le merlot, un cépage qui est le cépage dominant, et avec deux compléments qui sont le cabernet franc et le cabernet sauvignon. Voilà ce que je dirais. Qu'est-ce que... Alors, on peut, et puis ensuite on va développer, peut-être donner quelques éléments supplémentaires, Jean-Claude, sur ces trois cépages, mais ce que l'on peut dire, c'est que dans les trois millésimes qu'on va goûter ce soir, donc le 2017, le 2018 et le 2019, c'est un assemblage de ces trois cépages, principalement le merlot, qui est le cépage roi de Pomerol, on peut dire, Jean-Claude, et du cabernet franc et du cabernet sauvignon. En fait, je dirais plutôt du cabernet sauvignon et du cabernet franc, parce que je pense que compte tenu de, grâce à notre terroir, on a souvent des très belles expressions de cabernet sauvignon, et souvent, et de façon là aussi atypique pour Pomerol, des cabernets sauvignons qui peuvent être encore plus intéressants que nos cabernets francs, nous à Château de Salles. Alors, on va peut-être pouvoir le voir dans le premier millésime qu'on va goûter, le millésime 2017. Donc, on va goûter les trois millésimes. On va commencer par le 2017, ensuite 2018 et 2019. Pour ceux qui ont effectivement commandé les échantillons, ça se présente comme ça. Vous pouvez faire 2 verres, je pense, de dégustation avec un échantillon. Et on va voir qu'il y a toujours cette caractéristique de l'identité de Salles, c'est très clair, mais sur 3 millésimes très différents quand même. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'empreinte climatique. Tout à fait. Alors justement, si on parle du climat de ce millésime 2017, je vais être très court, mais ce millésime 2017, il a été marqué par un événement climatique difficile, qui était une gelée au mois d'avril, à la fin du mois d'avril, qui a réduit la production de ce millésime d'environ 50%. Ça, c'était une première conséquence. Et la deuxième conséquence, c'est qu'avec des bourgeons secondaires qui ont poussé après les bourgeons primaires qui étaient gelés, on a eu des grappes de première et de deuxième génération, ce qui nous a amené pour le premier millésime de la nouvelle génération, et pour le premier millésime qui va arriver en septembre 2017 à Château de Salles, à gérer à la parcelle et parfois par zone, dans une parcelle, la récolte
des différentes parcelles des 47 hectares,6 de Château de Salles, de façon à avoir la meilleure maturité possible pour les différentes parcelles, pour les différents cépages, après une gelée, donc encore une fois, qui a amené deux types souvent de maturité dans les parcelles. Alors, nous allons aborder la dégustation. Alors, si vous me permettez, alors je sais qu'il y a des professionnels qui écoutent, alors je suis désolé, ce sont des notions qu'ils connaissent parfaitement, mais dans mes habitudes gustatives, lorsque je veux parler d'un vin, il y a la couleur d'abord, son intensité, et après si on a une culture chromatique, la teinte. Alors c'est merveilleux de définir la teinte d'un vin. Ensuite, au niveau du nez, il y a l'intensité et la palette. Est-ce que c'est complexe ou simple? Et après, à l'intérieur de cette palette, on peut essayer d'identifier quelques éléments qui participent à cette expression olfactive. Et enfin, on le met en bouche. C'est le moment le plus agréable en ce qui me concerne. On le met en bouche. Et là, on a différentes relations. Alors, le vin va nous remplir le palais et on va essayer de lui attribuer une forme. Une forme, on peut dire, c'est rond, c'est ovale, c'est carré, c'est rectangulaire, c'est linéaire. Voilà, on peut lui donner une forme. Comme ça, on commence à donner une identité qui devient intéressante. Ensuite, on a une sensation de surface qui est la réalité de la relation tactile. Alors, on a des notions veloutées, on a des notions soyeuses ou rugueuses ou anguleuses, comme vous voudrez. Donc, déjà, on commence à mieux définir le vin. Et enfin, cette forme géométrique, elle est pleine, elle est dense, elle est creuse, elle est ouateuse, elle est gommeuse, etc. Donc, on a une texture qui est là, qui est présente. Et enfin, on a la partie aromatique et la longueur du vin qui est quelque chose de fondamental. Je rappelle que la finale et la longueur est certainement, vous savez qu'il y a 4 goûts fondamentaux, le sucré, salé, acide, amer, et que l'amertume est incontournable et c'est certainement le goût le plus culturel. Ben, c'est elle qui fait la finale, elle apparaît à partir de 9, 10 secondes, 8 secondes, et c'est elle qui fait la finale et le prolongement du vin, et il ne faut pas qu'elle soit en excès, mais elle est incontournable. Donc voilà ce que je crois qui est intéressant pour décrire un vin, non à travers son expression uniquement aromatique, comme on le fait la plupart du temps, mais de par sa structure, son architecture, de par sa construction. Est-ce que je peux partager ce que vous m'avez dit tout à l'heure, que j'ai trouvé très parlant? Allez-y. Jean-Claude me disait, si vous me dites d'une femme, elle porte du numéro 5, ça va rien me dire d'elle. Donc, parler d'un vin en ne parlant que de son expression aromatique, c'est uniquement une palette. Et c'est vrai que le cours que vous nous donnez là aujourd'hui, ou en tout cas les explications que vous nous donnez aujourd'hui, sont vraiment pour appréhender l'ensemble des qualités d'un vin et comprendre son identité et pas juste sur l'aromatique, qui est aujourd'hui quelque chose qu'on entend beaucoup quand même. Et oui, mais c'est insuffisant pour décrire la personnalité du vin. Voilà. Tout à fait. Merci. Alors, on peut peut-être parler de l'assemblage juste de ce vin avant de le déguster. Absolument. Donc, on a un petit peu plus de 78% de merlot dans cet assemblage. On a un petit peu plus de, quand je dis un petit peu plus, c'est 12,5, 78,5, 12,5 de Cabernet Sauvignon et 9% de Cabernet Franc. On a vendangé à la fin du mois de septembre, on a terminé nos vendanges à la fin du mois de septembre, encore une fois pour essayer d'avoir la meilleure maturité possible de nos 3 cépages et en particulier du cépage Cabernet Sauvignon. Alors on peut peut-être maintenant goûter le vin et on vous invite bien sûr à le faire avec nous. Alors j'ai coupé les micros parce qu'il y avait beaucoup de bruit parasite et du coup je sais pas comment est-ce que les gens peuvent participer. Je suis désolée, c'est la première dégustation donc on apprend en même temps que vous. Et est-ce que peut-être si vous souhaitez, et ce serait chouette, poser des questions, parler, interagir, etc. Comment est-ce qu'ils peuvent faire? Faut que je remette les sons de tout le monde. Hein. J'ai pas le choix. Bon, je vais essayer de remettre les sons de tout le monde pendant que vous parlez tous les deux du vin. Désactiver le micro. Ah, c'est lui qui l'a désactivé, donc ça c'est pas moi qui peux le réactiver. Allez-y, hein, me regardez pas faire parce que sinon. Un petit commentaire sur ce premier millésime, le millésime 2017.
Donc, à travers les... Alors, juste en ce qui concerne l'encépagement, que vous a donné Vincent, c'est qu'il y a des complémentarités entre les cépages, mais que l'élément qui détermine un peu la typicité d'un vin, c'est son sol, qui est prépondérant. Et sur un type de sol, l'intelligence ou la compétence du viticulteur, c'est d'adapter une bonne proportion des différents cépages dont on vient de vous parler. Et que, à De Salles, c'est un type de sol où, naturellement, on crée des vins assez minces, assez fins, très élégants. Et pour mieux les construire, il est nécessaire d'avoir des cabernets, le cabernet sauvignon et le cabernet franc. Alors, le cabernet franc est le père et du cabernet sauvignon et du merlot, avec deux femmes différentes. Mais ce qui est magique, ils sont très complémentaires du merlot. Mais ce sont des mariages d'amour. Toujours. Et pas des mariages arrangés. Ah, pas toujours. Ouais. Alors voilà, je ne sais pas, tout le monde va le déguster ensemble, là. Ça va, Nicolas? Alors, au niveau du nez, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un veut en parler avant moi, ou je ne sais pas comment voulez-vous que cela se passe? Est-ce que quelqu'un est... Bruno? Tu m'entends, Bruno? Mais en fait, il faudrait remettre les sons. J'ai l'impression que chacun a coupé son micro. Si tu cliques sur on t'entend pas. Je pense que vous avez coupé votre micro, oncle Bruno. Parce que nous, on peut pas vous le remettre. Voilà, c'est bon. Ouais, super. Oui, donc je laisse Jean-Claude parler. Il le connaît beaucoup mieux que moi. Bon. Oui, alors ce qu'on peut dire, c'est que c'est un nez qui n'est pas d'une très forte intensité, mais on est dans un monde de délicatesse, de fraîcheur, avec un début d'évolution, déjà. Alors, quelles sont les notes qui sont présentes? Les épices, il y a un léger vanillé qui est apporté par le bois, et il y a une complexité qui n'est pas extraordinaire, mais tout est homogène, tout est fondu, et il y a un amalgame, une complémentarité des éléments qui font que on a une belle harmonie olfactive. En bouche, lorsqu'on met en bouche, c'est un vin il n'y a pas de rondeur, il n'y a pas un volume important, c'est un vin qui est plutôt dans le linéaire, avec une structure tannique qui n'est pas dominante, qui est présente, mais avec des tanins qui sont très fins, et avec une petite fermeté en finale. Il y a un ressort un tout petit peu tannique, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a un très bon retour aromatique, ce qui lui donne énormément de séduction, dans la douceur, et presque un peu dans la sucrosité. C'est un vin plaisant, charmeur, et si c'est un millésime qui a trop souvent, malheureusement, une mauvaise image, regardez ce qu'on peut en faire. C'est un vin qu'on a envie de boire. Avec Bruno, c'est ce que je disais souvent, le château de Salles, on a toujours envie de le boire. Là. Alors, on a envie de le boire. On peut le boire maintenant. Et voilà, mais je pense que ce qui est intéressant aussi, et ça fait aussi partie des caractéristiques de Château de Salles et du terroir de Château de Salles, c'est que ce sont aussi des vins de garde. Parce que de temps en temps, certains opposent vin qui peut être bu dans sa jeunesse et capacité à vieillir. Et je pense qu'à Château de Salles, on a cette grande chance, c'est qu'on peut avoir des vins qui sont plaisants, jeunes, et 2017, c'est jeune, ça reste jeune, et des vins qui peuvent vieillir dans le temps, et on a découvert un article il y a peu de temps dans le dernier numéro de la RVF qui parlait du millésime 90, et qui lui a donné d'ailleurs la note de 95 sur 100 en disant qu'il avait encore un très beau potentiel de garde. Donc ça veut dire qu'on a vraiment à Château de Salles, encore une fois, ces deux éléments, des vins qui peuvent être bu, goûtés, appréciés dans leur jeunesse, mais avec un très beau potentiel de garde. Alors, juste pour ajouter ce que dit Vincent, on a tendance à dire dans notre profession, les vins qui sont à boire bons, jeunes, ne vieilliront pas. Alors,
Moi, j'ai bu des châteaux de Salles qui ont 50 ans, 40 ans, 30 ans, et je peux vous dire que ce sont des vins qui ont une capacité de vieillissement et toujours dans leur registre de finesse et d'élégance, et que, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas les vins qui sont les plus aimables dans leur jeunesse qui vieillissent pas, et c'est pas les vins les plus tanniques dans leur jeunesse qui sont austères et qui peuvent vieillir, c'est souvent le contraire. J'ai eu souvent ce genre d'expérience. Des surprises. Des grandes surprises, oui, oui. Alors, Jean-Claude parlait de côté vanillé, de sucrosité. Je voudrais juste faire un petit lien avec l'élevage en barrique. On a parlé de récolte, donc toutes les parcelles de Château de Salles sont récoltées à la main. On pourra parler un petit peu plus tard de la façon dont on travaille dans le vignoble, en vinification, mais si je fais juste le lien avec l'élevage en barrique, Château de Salles est élevé en barrique pendant 12 mois environ. Je dis environ parce que c'est vraiment la dégustation qui nous guide pour prolonger et pour arrêter l'élevage en barrique avant la mise en bouteille. Et on a environ entre 15 et 20% de barriques neuves et des barriques de 1 an et des barriques de 2 ans. La totalité de Château de Salles est enlevée en barrique. Et si on parle des barriques neuves, elles ont plusieurs intérêts, mais elles ont comme intérêt en particulier d'amener de la complexité grâce à la micro-oxygénation, d'amener de la complexité aussi grâce justement à l'aromatique qu'elles peuvent apporter, le côté vanillé, le côté, il peut y avoir légèrement grillé, légèrement fumé, cette sucrosité dont parlait Jean-Claude tout à l'heure, sachant que par contre, notre objectif en termes d'élevage en barrique, c'est de garder le fruit en premier lieu et de faire que le boisier n'intervienne que dans le cadre de la complexité, mais soit intégré. Et je trouve que dans ce millésime 2017, on a des notes vanillées, on a de la sucrosité, mais on a vraiment un boisier qui est bien intégré et qui ne masque pas ce joli fruit, ce joli petit fruit frais, ces jolis petits fruits frais que l'on retrouve à la dégustation. Oui, absolument. Alors, vous avez certainement entendu parler du changement climatique, on en parle de temps en temps, et que je crois que le premier millésime le vin est vraiment une référence extraordinaire à travers son degré alcoolique en particulier, qui met en évidence ce changement climatique, c'est 88. Alors ça s'est accentué en 89, 90, et depuis on est sur un régime de croisière où on a des degrés alcooliques de plus en plus élevés. Mais ce changement climatique a une grosse influence sur les composantes du raisin, et il y a une dégradation des tanins en particulier qui perdent un peu de leur réactivité. C'est-à-dire que aujourd'hui, les vins n'ont pas la capacité de résister au bois neuf comme ils pouvaient le faire autrefois. Alors il se trouve qu'au Château de Salles, le bois neuf est toujours très mesuré, heureusement, et comme disait Vincent tout à l'heure, dans ce 2017, on a été très précautionneux et le bois ne domine pas du tout le vin. Que je vous propose, parce que c'est pas toujours évident de poser des questions en enlevant son micro, etc. Mais surtout, on a enfin réussi à afficher le chat. Donc, si vous avez des questions, si vous avez envie de préciser des choses ou juste de faire un commentaire, n'hésitez pas. Moi, je lirai en remettant mes lunettes, je lirai les commentaires qui s'afficheront sur le chat en disant si vous souhaitez qui a posé la question. Et si vous préférez le faire par oral, vous enlevez juste votre micro et vous posez votre question. Mais n'hésitez pas parce que l'objectif c'est quand même que tout le monde participe et que on puisse avoir quelque chose d'un peu interactif. Exactement. D'accord. Alors sur le plan historique, si vous le permettez, avec plaisir. Les vins de Pomerol ont une reconnaissance qui est post-phylloxérique essentiellement, et c'était une appellation de petite dimension, mais surtout la raison fondamentale c'est que jusqu'en 1789, en 1700, il y a eu les Gilets jaunes, comme je le disais tout à l'heure, et il y avait ce qu'on appelle le privilège des vins de Bordeaux. C'est-à-dire que les vins de la rive droite, le Fronsadais, le Pomerolais, Saint-Émilionnais, étaient réunis avec les vins de Bergerac et payaient l'octroi pour être logés chez des négociants bordelais. Et normalement, ils n'avaient pas le droit d'être logés dans des barriques bordelaises, qui étaient un récipient d'identification de l'origine. Ce qui fait que le poids de l'histoire dans les comportements et dans le regard qu'on peut avoir est toujours intéressant. Et que cette reconnaissance, elle est due à tout un tas de raisons, et en particulier à cause de cette notion du privilège des vins de Bordeaux.
Et je dirais que la reconnaissance de vin de Pomerol, elle est tardive. Elle est tardive et il acquiert ses lettres de noblesse ou sa notoriété à partir des années, surtout des années 50-60. Voilà ce que c'est. Donc, il faut bien y penser. Ensuite, il y a 60 ans, quand j'ai connu, la Gironde produisait 60% de blanc pour 40% de rouge. Alors, l'image de Bordeaux, c'est le vin rouge, et 60% de blanc. Et c'est le millésime 70, qui est le premier millésime où on commence à produire un tout petit peu plus de rouge que de blanc. Et aujourd'hui, on est à 83 ou 84% de rouge, et le sol étant du blanc, bien évidemment. Est-ce que ça pourrait changer ça encore avec le changement climatique? Est-ce qu'on pourrait revenir parce qu'on voit qu'il y a certaines propriétés dans d'autres appellations qui remettent du blanc? Oui, parce que alors d'abord il y a la mode et que aujourd'hui la Gironde qui produisait la moitié des AOC de blanc en France, le chiffre d'affaires ne représentait qu'un tiers, que 30%. Ah oui, donc il y avait une faiblesse. Donc économiquement c'était insupportable. On faisait des demi-secs, des demi-liquoreux, enfin on ne sait pas ce que c'est, des vins hybrides. Et aujourd'hui, il y a une maîtrise technique pour les vins blancs et il y a une capacité de valoriser ces vins. Et toutes les propriétés qui font du vin blanc en font des quantités réduites qui vendent à des prix qui sont toujours très, très intéressants, qui sont très, très économiques. D'accord. Alors, est-ce que c'est une évolution? Je ne suis pas capable d'y répondre aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour revenir sur ce sujet, pour partager peut-être vos impressions sur ce premier millésime avant qu'on passe à la dégustation du millésime 2018? L'oxydation lui fait le plus grand bien. Absolument. On peut dire d'ailleurs, on pourra encore plus le redire quand on dégustera les millésimes 2018 et 2019, que là on est en dégustation, mais si vous souhaitez servir ces vins au cours d'un repas, il ne faut pas hésiter à les carafer. Alors adapter le temps de carafage en fonction du profil de chacun des vins, mais sur des millésimes jeunes comme ça, comme le disait Bruno, l'aération, l'oxygénation va apporter un bien important, en particulier sur l'expression aromatique. Donc je pense que c'est un conseil que l'on peut donner, et surtout sur ces millésimes jeunes. Alors, Bruno soulève un problème qui est fondamental, c'est que nous vinifions à l'abri de l'air le plus possible. Donc le merlot est un cépage qui n'aime pas la chaleur et qui n'aime pas l'oxygène. Et pour conserver ces principes aromatiques, on travaille à l'abri de l'air. Ce qui veut dire que quand on sert ces vins, ils gardent encore de la fraîcheur et un réservoir aromatique et qui va se libérer grâce à la décantation et l'aération. Merci Bruno d'avoir permis de préciser cette chose-là. Donc oxydation, ça peut être un terme positif et un terme négatif, parce qu'on Absolument, l'entend dans les deux cas. Et oui, parce qu'il faut pas, tout excès est un défaut. On parlait de l'amertume, on parlait de l'acidité, et tout doit être mesuré. Il faut que alors les vins aujourd'hui, avec le changement climatique, supportent moins l'aération qu'ils ne le supportaient il y a 30 ou 40 ans, et il fallait vraiment le décanter 1 heure ou 2 heures avant. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, même compte tenu de l'approche technique. Alors, l'oxydation était une mode dans les années 80 avec l'excès de bois, parce qu'il y avait quelques journalistes qui aimaient les vins un peu oxydés, un peu puissants, un peu arrondis. Et donc, ici, on est dans un registre beaucoup plus classique, qui a toujours été celui du château de Salles. Donc, on a besoin de les décanter, je dirais, moi, 1 demi-heure avant de les boire. Bon, je dirais même que quand on dégustera le 2018, on peut même aller un petit peu plus loin et ne pas hésiter. Celui-ci. Le 2017, je suis d'accord avec vous. Tout à fait. Ajuster la durée comme vous dites. On va déguster. Après, on peut sans doute aller jusqu'à l'heure. Bon. Allez, donc on essaie le 18. Alors, voilà. Et il n'y a pas de questions. Oh, mais c'est très Alors, simple. vous nous accompagnez aussi sur la dégustation. Donc on vous conseille de voilà. maintenant verser. Madame qui ouvre. Sylvie, elle l'ouvre. T'as pas ton son. Je n'arrête pas d'ouvrir. Ah, bravo.
Criante par ailleurs. Je peux en profiter pour poser une question? Avec Ah, tout à plaisir, fait. merci. Euh, J'apprends que le fait qu'on a moins besoin de les oxyder maintenant, c'est lié au changement climatique. Pourquoi? Plus de soleil, plus de sucre, Est-ce que, est-ce que, complètement autre chose. est-ce que vous allez à la plage l'été? Oui, ça peut m'arriver. Est-ce que vous avez remarqué que le soleil a une violence qui est plus importante qu'il y a 20 ans ou il y a 30 ans? Ah oui, oui, non, mais ça, j'ai remarqué. Est-ce que vous avez un jardin avec du gazon? Vous avez un jardin? Coucou. Oui, oui, avec l'herbe, plutôt de l'herbe que du gazon. Mais... Oui, de l'herbe. Et vous avez remarqué comme l'été, elle brunit, elle est brûlée. Ah, Voilà, bon, ce qui veut dire que aujourd'hui, quand on fait un profil climatique, on s'intéresse à la moyenne des températures, à la hauteur des précipitations, c'est-à-dire la pluie, et également au degré d'insolation. Et l'insolation est d'une telle violence qu'elle dégrade les composantes du raisin, les composantes du raisin. Et c'est une chose qui est étudiée depuis très longtemps. C'est un professeur de viticulture à Montpellier, Champagnol, dans les années 60. Il s'était aperçu que l'excès de température et l'excès d'insolation détruit les précurseurs et aromatiques et des anthocyanes, donc des tanins. Donc les tanins perdent de leur réactivité, ce qui fait que, alors les tanins sont des antioxydants. Sont des antioxydants, mesdames, vous savez, les baumes consommés pour pas vieillir, mais c'est des antioxydants et ils perdent une partie de cette vertu. Alors moi j'emploie pas le terme oxydé parce que c'est un peu violent comme propos, mais l'aérer avec une certaine douceur. Il y a des vins donc, mais pas tous les vins parce qu'il y a des vins qui ont été conçus, que je connais bien dans les années 80, 90, qui ont été violentés par l'oxydation durant leur élaboration. Si vous les décantez, alors là, ils flinguent. Alors ça me permet d'avoir également une deuxième remarque. Vous remarquerez quand on sert un vin à table, il y a des vins qui s'améliorent. Alors Bruno disait tout à l'heure, il s'est amélioré à l'aération. Effectivement, il y a des vins qui s'améliorent dans le verre, et puis il y en a d'autres qui au contraire qui se détériorent, parce qu'ils n'ont plus de potentiel et de résistance à l'oxydation. Donc il y a tous les cas de figure. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui. C'est parce qu'il y a des petits décalages. Ouais. Oui, oui. Et ça a bugué. le soleil détériore les... On t'a pas entendu, Sylvie, parce que je pense qu'il doit y avoir un bug de connexion. Oui, non, mais j'ai compris que le soleil détériore Les composants. les caractères. Merci, c'est passionnant. C'est passionnant. Merci. Alors, on passe au Intéressé par- millésime 2018. Je vous laisse. Alors, avant de parler du vin en lui-même, je vais redonner quelques éléments sur les conditions cette année 2018, et en particulier, là, j'ai parlé de l'été. Tout à l'heure, pour le 2017, j'ai parlé du mois d'avril, du printemps, là, j'ai parlé de l'été, où on a eu, en particulier en août et en septembre, 2 mois très chauds, secs, qui donc ont donné un côté très solaire à ces conditions climatiques, et qui, en particulier en septembre, se sont accompagnés d'une belle amplitude thermique entre le jour et la nuit. Donc on a eu une très belle maturité, voilà, avec fraîcheur, voilà, chaleur en effet la journée, tu as raison Marine de le préciser, et fraîcheur la nuit. Ce qui nous a amené à avoir, d'une part, on va le voir dans le vin, une composante solaire importante, et d'autre part, malgré ces composantes très très chaudes, une qualité, une maturité des tanins très bonne. Alors sur le vin, Jean-Claude, alors avant que je vais donner l'assemblage. On a un millésime en termes d'assemblage qui est assez remarquable entre guillemets par rapport à son pourcentage de cabernet, puisqu'entre les cabernets francs,
et les Cabernet Sauvignon, on est à un peu plus de 30%. Donc on a 69% de Merlot et 31% de Cabernet Franc et Sauvignon, ce qui est un pourcentage important pour Château de Salles, et ce qui est en lien, et Jean-Claude, je pense à nous faire un commentaire quand il va commenter le vin, qui est en lien avec les caractéristiques climatiques de cette année-là. Oui, deux remarques. Vous entendez certainement, quand on parle d'un vin, du classicisme. Et il y a les vins classiques en fonction des circonstances climatiques. Alors, le 2018, on ne peut pas dire qu'il soit classique au niveau du Bordelais. Et que les vins classiques, c'est ceux qui sont dans le profil climatique historique des vins de Bordeaux. Là, c'est pas le cas. Ce qui veut dire que dès qu'il y a un excès climatique dans un sens ou dans l'autre, on perd le classicisme. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce que je voulais vous dire, en ce qui concerne également le changement climatique, avec ce changement climatique, vont être de plus en plus présents, vraisemblablement, dans notre région, les Cabernets, le Franc et le Sauvignon, qui résistent un peu mieux à la dégradation et dans l'excès climatique solaire et insolation, et thermique et insolation. Voilà. Alors on peut peut-être d'ailleurs, si vous me permettez Jean-Claude, faire le lien avec notre terroir, parce que je parlais de mois d'août et septembre assez sec. Par contre, nos parcelles n'ont pas souffert de sécheresse. Pourquoi? Parce qu'on a un terroir avec des nappes phréatiques qui sont environ à 2 mètres, 2 mètres 50 de profondeur, avec plutôt un vignoble qui est assez, qui est bien implanté, qui est dans sa maturité, donc des racines qui vont coloniser le sol et le sous-sol et qui vont pouvoir continuer à être alimentés, y compris en eau, y compris sur des millésimes comme celui-ci, comme 2018, sans parler du millésime 2022 dont on parlera peu ce soir, mais encore une fois, ce terroir de Château de Salles nous permet peut-être mieux que d'autres de bien résister à ces conditions climatiques assez extrêmes durant l'été. Alors, puisque Vincent aborde la notion de terroir, juste un petit rappel. Les suffixes en oir définissent soit des fonctions ou des outils. Alors, les outils, le pressoir, le fouloir, l'entonnoir, l'armoire, le mouchoir, etc. Donc, des outils ou des fonctions. Mais ici, la fonction, c'est que on a créé un dégustoire. Vous devenez l'auditoire. Donc, si chacun d'entre nous a un petit jardin et avec sa pelle va commencer à cultiver, il donne une fonction à la terre, donc on crée un terroir. Et un terroir n'est pas une référence qualitative, mais une référence identitaire. Oui, c'est très intéressant parce Voilà. que ça oriente complètement différemment. Absolument, mais ensuite l'homme a trouvé qu'il y avait des sols qui étaient mieux adaptés pour les asperges, la pomme de terre, etc. Et pour la vigne aussi, il peut y avoir une hiérarchie qualitative, mais que le terroir est identitaire. C'est un accent, c'est une particularité. Voilà. Alors sur le vin, Jean-Claude. Alors sur le vin, vous avez remarqué la couleur est beaucoup plus intense dans ce vin de 2018. La couleur est profonde, sombre, et on a si on s'intéresse un peu à la teinte, il y a des notes pourprées. Alors le nez est riche, alors comme disait Vincent, c'est un vin solaire, il y a de la puissance, c'est riche, avec une présence de fruits mûrs très dominant, et à nouveau Bruno, c'est un vin qui s'améliore à l'aération, encore plus que le précédent. Et là, il libère une forme de complexité, il s'assagit un tout petit peu. Et lorsqu'on le met en bouche, on a une attaque charnue, on a un certain volume en bouche et une suite très très harmonieuse. Il n'y a pas de disparité, il n'y a aucune rupture il se maintient la relation. On a une masse qui ne se désunit pas. Et au cœur de la dégustation, elle libère ses goûts de fruits très mûrs. Et puis moi, c'est pour le plaisir, pour le fun, j'avais noté des petites présences de tabac blanc un peu mielleux comme l'Amsterdamer, là un petit peu. C'est pour s'amuser, ça avait. Vous n'êtes pas obligé de me croire, là. Et les tanins sont très enveloppés, ce qui donne une notion fondue, charnue. Voilà ce 2018. Mais maintenant, vous me l'avez dit, je le sens. Voilà. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est impressionnant, hein? Ouais.
Donc, en résumé, c'est un millésime atypique qui a plutôt bénéficié du terroir de Salles et qu'on boirait quand alors, selon vous? C'est une question qui m'a toujours fait sourire. C'est bien sérieux. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on est toujours surpris. Bon, puisque ça fait 50 ans que je vais bien au château de Salles et Bruno, 71, le premier millésime, et que donc, Mais ça, c'est une histoire de famille. grâce à ma cave qui était riche en ce cru, j'ai bu des très vieux châteaux de Salles dont je n'imaginais pas qu'ils avaient la capacité de vieillissement. Alors c'était une découverte. Et chaque fois, c'est une découverte. Et quand on peut raconter ce qu'on veut, compte tenu de mon âge, et si je vous dis Sylvain sera bon à boire dans 30 ans, je serai plus là, mais on peut dire n'importe quoi. Et comme je vous le disais, c'est pas les vins les plus tanniques, c'est les plus harmonieux, les plus équilibrés. C'est la qualité des tanins et non la quantité des tanins qui fait le vieillissement. Mais c'est un millésime, je pense, qu'on peut commencer à voir. Moi, j'ai eu un événement familial récent, le mariage de mon fils, pour pas le citer, et j'ai servi un château de Salles 2018, carafé, plus d'une heure avant de servir à table, et tous les invités, dont certains qui connaissaient bien le vin, ont été très surpris par justement l'expression aromatique, la rondeur, l'onctuosité et la bonne association avec le mets. Donc, il y a la capacité de vieillissement, ce que vous dites Jean-Claude, et dans 30 ans, on aura peut-être tous du mal à en parler, mais par contre, je pense que n'hésitez pas à commencer à prendre du plaisir dès maintenant avec un millésime comme celui-ci. Je le qualifie de gourmand. Voilà, c'est un gourmand. Il est solaire, il est gourmand, et on peut le boire pour ceux qui... Après, ça dépend, il y a des gens qui aiment les vins plus jeunes. Oui, mais ça dépend. L'hiver et l'été, on ne boit pas les mêmes vins. C'est un vin qu'on a envie de boire plus l'hiver que l'été. C'est vrai. En principe. C'est vrai. Mais bon, et puis ça dépend avec quoi. On rentre dans les harmonies gastronomiques. Mais le repas est toujours une aventure. Il n'y a rien de plus qui m'ennuie. Les viticulteurs qui toujours la côte de bœuf et leur vin. Et quand le repas qui est un lieu de rassemblement de personnes, c'est un lieu de rencontre et de découverte. Et on découvre les convives autour de la table et on découvre également les vins qui vont se marier avec certains plats d'une manière plus ou moins réussie. Alors je vais vous raconter une petite histoire, on a le temps. Alors vous savez, on est un pays où on interdit tout aujourd'hui. Et moi j'ai vécu l'époque où on avait la chance de manger des ortolans. Et c'était la belle époque. Et avec tout notre groupe, on ne savait pas quoi boire avec l'ortolan. Pendant des années, on faisait des essais. Et un jour, quelqu'un a amené un vieux sauterne. C'était un sauterne, un Yquem, d'ailleurs un Yquem de 42, qui était complètement évanescent, qui était tisaneux, etc. Et on l'a dit, bon, on voulait le boire en apéritif, on le met de côté. Alors là, on a commencé notre repas. Et lorsque sont arrivés les ortolans, il y en a un qui a dit, mais pourquoi on n'essaierait pas à nouveau cet Yquem? Alors là, ça a été un moment extraordinaire, même parce que vous savez que l'ortolan est un oiseau qui est très gras, et le gras a tapissé notre palais. Et quand on a mis le Yquem 42 en bouche, il a ressuscité. Et alors on s'est levé, on s'est embrassé, etc. Donc si vous voulez faire des expériences, vous prenez un Yquem 42 avec les ortolans, vous voyez, voilà un grand mariage. Non, mais tout ça. C'est des expériences faciles à reproduire en plus. Non, mais voilà pour vous dire que la table est une découverte permanente et il faut oser, c'est ça le piquant de la vie. On est bien d'accord. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ce millésime 2018, justement Muriel, peut-être, on vous voit. Et alors, qui dit, et elle a raison, c'est ce que vous dites, c'est la magie de Sauternes aussi. Moi, je me souviendrai toujours de Laure me disant, mais sur un poulet rôti, le cigalas, c'est un accord magnifique, parce qu'effectivement, il y a ce côté à la crème en plus, etc. Et c'est vrai que ça se marie avec beaucoup des choses très différentes, plutôt que juste l'accord foie gras Sauternes. C'est Muriel, hein? Oui, Muriel. Muriel, vous voulez pas faire de petits commentaires? Si, je sens qu'elle veut faire un commentaire. Parce que j'adore quand les femmes parlent du vin. Convoqué. Bonsoir. Bonsoir Muriel.
Non, c'est très intéressant de faire. C'est- Vous m'entendez? Oui, Maintenant. on vous entend pas très bien, mais on vous entend. Vous m'entendez? Oui, Bonsoir. bonsoir. Ah, effectivement, je suis plutôt très d'accord avec ce qui a été dit. C'est très intéressant de rebooter à 17. Vous m'entendez? Oui, oui. C'est très intéressant, des rythmes très différents. Les 17 réservent de très très belles surprises. Ils ont été très décriés. Mais je pense qu'on prend beaucoup de plaisir actuellement à boire ce millésime. Avec beaucoup de finesse et d'élégance. Et pour moi, c'est beaucoup plus prêt à boire que des vins qui sont beaucoup plus structurés comme 2018 ou on verra après pour 2019. Mais il y a beaucoup de finesse et d'élégance et surtout, au final, beaucoup de plaisir immédiatement. Ça fait une bonne transition en plus. Elle parlait du 17. Là. Ah oui. On parlait du 17, ouais. Et sur le 18, ce que vous dites, vous, c'est qu'aujourd'hui, vous avez plus de plaisir à boire un 2017 qu'un 2018. Alors, une fois de plus, je pense que c'est une question de moment et de partage et de timing, en fait. Et de goût aussi. Très concrètement. Et en fonction de du moment et de ce que l'on va faire, oui, on va prendre plutôt l'un par rapport à l'autre. Je suis complètement d'accord avec ce que disait M. Béraud. Il dit souvent qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais millésime, c'est une question. Alors là, ça a bugué un peu. C'est une question de circonstance. Et de partage. J'espère Et que de c'est partage. pas comme ça qu'on parle. Parce que sinon... Je sais pas. Il y a de la place pour C'est dommage, on ne peut pas. tous les vents. Ouais. On vous entend Merci, pas très Muriel. bien, Muriel. Merci. Il y a De circonstances, je disais, il y a de la place pour tous les vins en fonction des moments. Oui, c'est ça. absolument. Désolé, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui. Oui, désolé, c'était un tout petit peu haché, mais on vous entend. Alors, on va servir le 2019. Voilà. On va essayer d'être à peu près à l'heure. Est-ce que vous pensez que ça va le faire? Oui, ça va? Parce qu'on veut pas non plus vous prendre votre soirée. Mais en revanche, s'il y a des questions, on continue. Des petites anecdotes pour distraire. Alors, le millésime 2019, si je donne un élément sur les conditions climatiques, là aussi, on a eu un été chaud et sec. Alors, tout à l'heure, j'ai plutôt, sur le 2018, parlé de août et septembre. Là, c'était plutôt juin-juillet. Mais je redis, on a un terroir à Château de Salles qui nous permet de bien résister à ces excès de chaleur et de sécheresse. Et finalement, quand on fait le bilan de façon plus globale, on a eu plutôt un millésime qui a été, en termes de conditions climatiques, équilibré. Et je pense que cet équilibre, on va justement le retrouver dans ce millésime 2019. Alors l'assemblage, on est sur 72,5% de Merlot, 15% de Cabernet Sauvignon et 12,5% de Cabernet Franc. Alors ça peut peut-être faire sourire de mettre des 0,5. Il faut savoir que quand on travaille sur les assemblages avec l'équipe technique, avec Frédéric Laborde, le directeur technique, avec Thibaut Dumouly, le maître de chez, avec Jean-Claude, tous les quatre, ben on fait des essais sur parfois justement des toutes petites quantités dans le cadre de nos essais d'assemblage. Et c'est comme ça qu'on en arrive à avoir de temps en temps quand on fait le bilan du pourcentage de chacun de ces pages, des virgules quelque chose. Et alors, le 2019, on dit souvent qu'il est vraiment, on retrouve l'élégance, la finesse et les caractéristiques d'un pomerol. Vous qui êtes le grand spécialiste des pomerols, est-ce que... Alors là, déjà, on retrouve le classicisme des vins de Bordeaux. On retrouve un vin classique, structuré, avec une architecture qui est habituelle, et donc classique, des références. Donc la trame tannique, on la ressent d'une manière. Il y a beaucoup plus de fraîcheur. La couleur est magnifique. On est plus dans les rubis que le précédent. Et c'est l'équilibre de ce vin qui est remarquable et qu'il faut, avec une présence aromatique qui est subtile et qui s'exprime un peu moins que dans les précédents parce que la présence tannique est légèrement plus importante. Je ne vais pas leur raconter l'histoire du thé. Si. Et donc, mais on a une très grande longueur. On est tous dans la finesse et la complexité. Et c'est un vin classique, voilà, qui a, alors a priori, on va dire, c'est peut-être celui qui a le plus grand potentiel de vieillissement, mais ça, on s'en moque complètement, parce que là, on l'aura bu avant. C'est peut-être. Non, mais sur le thé, c'est intéressant, Jean-Claude. Ouais. Le parallèle par rapport à la façon dont on travaille pendant les vinifications, dans le cadre de nos extractions, de nos infusions, peut-être. Il se trouve que
j'ai séjourné, enfin, je travaille un peu en Chine, et puis je suis un grand amateur de thé. Et le thé est une boisson qui est très symbolique dans le concept au niveau de l'extraction en cours de vinification. Je m'explique. Un thé, vous avez différentes variétés de thé, et en fonction de ces variétés, lorsqu'on veut l'élaborer, l'infuser, il faut bien choisir son eau, sa température et surtout le temps d'infusion qui est fondamental. Et pour les grands spécialistes du thé, comme Marine par exemple, qui m'a Pas dit du qu'elle tout, était j'adore le thé, mais je suis pas une spécialiste. eh bien, plus on les infuse, plus on va extraire de tanins. Et vous remarquerez que si plus on infuse de tanins, plus le vin va devenir un peu, va se raidir, va devenir amer, mais on va occulter la partie aromatique. Donc, le merveilleux et les grands spécialistes du thé, ils ont un temps d'infusion d'une grande précision parce qu'on a un équilibre entre l'extraction, la structure et le volet aromatique. Et dans le monde, quelle que soit la boisson, on retrouve ces concepts, ces références, c'est toujours les mêmes. C'est dans un vin, s'il y a trop de tanins, s'il est trop boisé, alors s'il est trop boisé, on goûte que le bois, qui crée l'illusion de la qualité. Mais là, il faut rester dans des équilibres pour laisser la place. Sinon, il y a des millésimes à Bordeaux qui sont bien connus, où on a un peu surextrait, et je pense à un millésime comme le 75, qui était la Renaissance après des millésimes 72, 73, 74, difficiles. Eh bien, ceux qui ont surextrait, mais les vins ont séché et durci. Donc, il faut garder cet équilibre toujours. Et ici, autant que je sache, si on est très attentif, on a en cœur de dégustation une belle structure tannique, et après, vous voyez, on libère toute la partie aromatique avec douceur, etc. Elle est là, elle n'est pas occultée, parce que les vins n'ont pas été boisés, ils n'ont pas été surextraits, et puis on a cette notion de fraîcheur qui est assez délicieuse et qui est très appétante là. Voilà. Exactement. Et qui a été d'ailleurs remarqué pas mal par la presse, puisqu'on a eu de très bonnes notes sur ce millésime en particulier, dont un 96 sur les canteurs dont on était très contents. Des commentaires, peut-être, sur ce 2019. On boit, tout le monde boit. Mais c'est trois profils extrêmement différents. Ah, c'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est dingue. Et pourtant, on est dans salle. Si je peux me permettre, c'est un vin en devenir qui donne du plaisir immédiat. Merci. Merci. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire en général. Moi, je vous ai toujours entendu mon oncle dire, je fais des vins que j'ai plaisir à boire. Et l'objectif, c'est ça, quand même, de faire des vins qu'on a plaisir à boire. Après, avec effectivement un potentiel de garde, avec des complexités, etc., différentes. Mais le plaisir, c'est une composante du sal qui est extrêmement importante et qui a toujours été. Absolument. Mais on est en train de nous inculquer la notion de biodiversité. Mais la biodiversité, moi, je résume ça à la diversité. C'est que regardez, dans un cru où il y a une homogénéité de sol assez remarquable, de sal, regardez l'empreinte climatique qui a fait 3 vins différents. Et on voyage à travers les climats, et non à travers les sols, puisque c'est le même. Il y a un dénominateur commun, et c'est le climat qui crée une variante. Voilà. C'est merveilleux le vin, hein. Je ne le savais pas, je le découvre. Et c'est vrai qu'en termes de biodiversité, vous m'ouvrez la porte pour quelque chose que j'ai pas dit tout à l'heure parce que j'étais un peu troublée au début, mais c'est qu'on a à Salles une biodiversité qui est assez remarquable, qui est liée à notre grand terroir, au fait qu'on a un parc, on a des jardins, on a des pièces d'eau, on a une bambouseraie, etc. Et donc on a ce réservoir de biodiversité, de vie qui est presque unique dans la région. On nous appelle parfois d'ailleurs le poumon vert de Libourne. Je ne savais pas, j'ai appris ça. Sachant le bois a été un lieu de rencontre et de rendez-vous très régulier chez nous aussi. Et c'est vrai qu'on trouve chez nous des animaux, des chauves-souris, etc. Une faune et une flore qu'on ne trouve pas ailleurs aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de propriétés qui n'ont pas tout arraché pour garder leurs arbres et c'est quelque chose qu'on a gardé à Salles et c'est probablement lié au fait qu'on est une maison de famille, encore une fois, et qu'aujourd'hui,
on est attaché à cet équilibre entre la maison, le parc, la biodiversité et les vignes. Et je trouve que on est en train de se poser beaucoup de questions aujourd'hui sur plein de choses, mais en particulier sur comment aménager des relais à cette biodiversité partout sur l'ensemble du terroir pour que l'ensemble des vignes en bénéficient également. Merci. Non, ce que vous dites, Marie, c'est fondamental. Il faut échapper à la monoculture. La monoculture, elle a ses limites parce qu'elle crée une faiblesse du végétal que l'on cultive. Et je vous le disais tout à l'heure, on a un exemple de monoculture qui est désastreuse. C'est les incendies et la monoculture du pin maritime dans notre région et les incendies qui ont eu lieu où finalement on a rendu vulnérable cette chose-là. Il faut diversifier ou maîtriser cette monoculture. Ça, c'est le château de Salles, vous avez cette chance et surtout continuer à la préserver. On va non seulement la préserver, mais on va la protéger et faire en sorte qu'elle soit même encore plus améliorée. C'est probablement aussi lié au fait que quand on hérite d'une terre et quand on souhaite la transmettre à ses enfants, cette terre prend une importance bien plus élevée que juste un outil de travail. Et donc on espère si je peux conclure. Alors peut-être qu'il y a peut-être des questions ou des commentaires sur le 2019. Je vois que Muriel est peut-être sur le point de nous faire un commentaire sur le 2019. Très sollicité, Muriel. C'est pas très élégant, on est 5 à déguster. Ah ben alors, faut... La connexion est mauvaise. On n'entend pas. Muriel, est-ce que vous pourriez, je suis désolée, mais taper votre question parce qu'on vous entend très mal. D'accord. Je suis désolée. Il y a une connexion qui sera mieux quand il va falloir qu'on gère ça pour les prochaines fois. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous avez bien entendu au moins, parce que on se pose des questions quand on a des retours un peu difficiles de votre part. Est-ce que vous nous entendiez bien? Faire oui ou non? Très très bien et c'était très intéressant. Merci. Merci. Alors, Muriel, elle dit sur ce millésime, je mets mes lunettes, sur ce millésime 2019, la salinité et la sapidité sont remarquables. Merci. Mathias dit on entendait bien. Laure dit très bien entendu, on entend également Muriel. Parfait. Merci. Super. Merci. Je conclue peut-être. Ouais. C'est un merveilleux conteur. Merci Bruno. C'est une grande chance et un grand honneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Jean-Claude, merci pour cette dégustation. Merci Vincent. Merci. J'espère que ça vous a intéressé. On va améliorer petit à petit les formats, notamment pour les problèmes de son. On sera un peu plus doué la prochaine fois. Mais merci d'avoir partagé avec nous notre histoire de famille, les vins. On a été très heureux et j'espère que vous viendrez nous voir à Salles. On a mis un certain nombre de différentes visites, de différentes thématiques de visite, dont une qui s'appelle de la vigne au vin, qui vous emmène dans les vignes en vélo, qui vous ramène ensuite déguster les vins à la barrique, et qui est assez appréciée, et qui vous permettra de découvrir cette maison qui est une maison qui est très chère à notre cœur et dans laquelle on serait très heureux de vous accueillir. Merci Marine. Merci à tous. Merci Marie. Merci beaucoup. Merci. Je vous dis au revoir soirée. et je vais essayer de quitter élégamment. Je suis pas sûre. Merci. Merci beaucoup.